Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9, épisode 5! C'est la mi-saison! La mi-saison! Déjà! Ça passe vite, ça n'a pas d'allure. Ça passe vite. C'est ça, donc je suis Simon et comme à l'habitude, vous l'avez entendu, je suis en compagnie de JF. Salut Simon, comment ça va? Oh yes, en forme, et toi ça se passe bien? Ça va bien, j'ai une bonne petite chronique là, j'ai bien hâte. C'est le fun, hein, ce format-là? Ah, j'adore ça, ce format-là, et avant qu'on l'oublie, bien entendu, nous sommes avec PPPP7, la légende Pierre Poisson, marquis historien du jeu. Salut Pierre. Messieurs, bonjour. Ah, ça te voit feutré. Toujours un plaisir de faire ça en trio maintenant. Hein? C'est comme on dit, à 2 c'est bien, mais à 3 c'est mieux. Oui, tout à fait. C'est toujours le premier épisode de quelqu'un. Bienvenue à vous, chers auditeurs et auditrices de Balado Ludique. Alors, JF, tu parlais du format, là, que t'aimais ça, cette nouvelle formule. Ben là, c'est que la formule est intéressante parce qu'on va en profondeur sur des sujets et ça nous force, nous aussi, à aller un petit peu plus loin sur certains sujets qu'on veut parler. Donc, en tout cas, pour nous, c'est super instructif et intéressant. J'espère que ça l'est aussi pour nos auditeurs. Ben oui, j'ai d'ailleurs eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, là, des gens qui aimaient beaucoup la formule. C'est clair que c'est quelque chose qu'on va continuer de raffiner, c'est plus on expérimente un peu plus cette saison-ci, mais je pense qu'on va continuer dans cette voie pendant quelques saisons. Avant de se lancer dans les sujets du jour, 11 avril prochain, mettez ça dans votre calendrier, Google Alerte, mettez ça partout chez vous. En après-midi, le 11 avril, c'est le Beach Party. Beach Party de Balado Ludique. Il annonce 25 degrés Celsius. On va être à la plage en direct sur Twitch avec plein d'invités vraiment très cool qu'on vous annoncera dans 2 semaines. Alors restez alerte. En attendant, on a un événement Facebook. Allez joindre ça. Vous allez voir, c'est le minimum possible. La date, une image de cover générique et c'est ça. Donc, ça va être cool, ça va être le fun, toujours le fun là, de retrouver des collaborateurs, collaboratrices de d'autres influenceurs et médias indépendants du jeu. Oui, absolument. Parce que là, on se le fait à 3 là, cette saison, mais ça vaut la peine pendant le party de fin de saison d'ouvrir ça un peu. Là, à notre habitude d'aller parler aux différents acteurs de l'industrie. Ah ouais, une orgie ludique, comme on dit. Hey, je sais pas qu'est-ce qui se passe l'après-midi, donc là on enregistre l'après-midi, ça me fait pas enregistrer l'après-midi. Ok, alors sans plus tarder, on va y aller avec les manchettes de mon côté. Je vais commencer rapidement. Et pour ceux qui sont nouveaux, c'est dommage parce qu'on parlera pas de jeux de société en partant. On va parler de jeux mobiles. Vous savez que c'est une de mes grandes passions, les jeux mobiles. J'aime bien dire, j'ai joué à peu près à je vais être rendu à 900 jeux de société, ce qui est pas tant que ça. Mais je suis rendu à peu près à 2300 jeux mobiles de jouer. Alors ça c'est vraiment ce que j'explore en termes de jeux. Il y a beaucoup de merde quand même sérieusement dans les jeux mobiles. Mais aujourd'hui je vous parle de ma découverte de 2021 depuis le début de l'année. C'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Il s'agit du jeu Rogue Adventure par, excusez-moi c'est quoi la compagnie? Shark Lab je crois. Désolé, un petit blanc de mémoire dans mes notes. Shark Lab, exactement. Alors, Rogue Adventure, pas de surprise ici avec le nom du jeu. C'est un jeu dans la lignée de Slay the Spire. Un jeu de cartes Rogue, le roguelike. Donc, on va recommencer toujours les parties en essayant de se rendre le plus loin possible, de finir sa run, comme on dit. Alors, si vous avez aimé Slay the Spire, il y a des bonnes chances que vous aimiez Rogue Adventure. Mais Rogue Adventure vient plutôt dans la lignée des jeux comme du jeu Monster Train, qui est lui-même l'évolution de Slay the Spire en termes de deck building game. Ce qui est intéressant, c'est des jeux mobiles, mais où tu as vraiment un feel de jeu de cartes. Alors, tu vas bâtir ton deck de cartes et tu as plusieurs personnages qui viennent chacun avec leur lot de cartes et chacun a son build qui est différent.
Beau niveau de difficulté, belle complexité, belle évolution. Je vous dirais que le soir, mes soirées se terminent tout le temps par 1 ou 2 runs de Rogue Adventure. Tu veux unlocker des nouveaux personnages, aller upgrader, aller te pogner un nouveau deck, essayer tel genre de build avec tel genre de personnage, plein d'artefacts et de skills supplémentaires qui viennent brouiller les cartes et créer une multitude de chemins intéressants. Dans ces jeux-là, ce que j'aime beaucoup, bon, je vous décris pas tout le genre là, parce que c'est une petite manchette, je vous parle du jeu, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir rejouer le jeu avec un autre personnage ou avec une autre série il appelle ça des builds, donc une autre stratégie avec ce personnage-là. Et dans ce jeu-là, tu as l'impression que chaque justement personnage est intéressant, a une belle diversité. Donc, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil si vous êtes fan de ce genre de jeu-là. Rogue Adventure, vous allez pas regretter ça. Est-ce que c'est un jeu gratuit? C'est une bonne question. En fait, je me rappelle plus si c'est un jeu gratuit, mais j'ai tendance à jouer beaucoup des jeux gratuits. Oui, et je crois qu'il est gratuit. Ouais. Ça fait un petit bout que je l'ai downloadé, fait que je m'en rappelais pas. Je vous dirais que la plupart des jeux que je joue mobile sont gratuits, quelques-uns sont payants. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils soient gratuits. Tu peux payer donc pour aller débloquer tous les personnages au début, sinon tu peux les débloquer graduellement en jouant. Donc, non, mais c'est intéressant parce que des jeux mobiles, j'en ai essayé aussi beaucoup, mais la plupart du temps, après même pas 1 heure, je le délite. Là, donc, c'est très difficile là, de trouver des jeux qui vraiment nous intéressent, qui sont intéressants. Parmi cette multitude-là, et encore plus dans les jeux gratuits, comme la plupart des jeux gratuits viennent avec des microtransactions et exact. sont pas du tout intéressants au niveau game design. Donc, c'est un gros fléau. Quand je dis j'ai joué à 2300 jeux mobiles, d'après moi, la plupart de ces jeux-là, j'ai joué moins d'1 heure, en fait, effectivement, parce que beaucoup de promesses et peu de livraison, comme on va dire. Mais celui-là, c'est un de mes coups de cœur de 2021 jusqu'à maintenant, le jeu auquel j'ai le plus joué depuis le début de l'année. Nice. Pierre, est-ce que tu as une petite manchette pour nous? Bien sûr, bien sûr. Je ne vous parlerai pas de Kickstarter, par contre. Oh! Mais là... Pierre! Oui. Je sais bien. J'ai créé la barre haute avec ça depuis quelques émissions. Mais faut bien parler des éditeurs qui ne font pas de Kickstarter. Il y en a. Ça existe encore? Ça existe encore, ben oui. Il y en a quand même qui osent prendre les bonnes vieilles méthodes. Comme un éditeur, dans le fond, qui n'a plus besoin de présentation, parce que c'est souvent, justement, ces éditeurs qui n'ont plus besoin de présentation, qui n'ont pas recours à Kickstarter pour éditer leur jeu, puisque, dans le fond, leur nom va faire le travail pour vendre le jeu. Blue Carker est un éditeur qui, quand même, a fait sa marque depuis 5 ans, je dirais. Éditeur français, malgré le nom anglophone, que la plupart des éditeurs, et la plupart des auditeurs, je voulais dire, en fait, qui nous écoutent, vont connaître à cause d'un jeu qui a fait vraiment un gros succès dans les 3-4 dernières années, qui s'appelle Welcome to. Mm-hmm. Mais aussi, cet éditeur n'en était pas ses premières armes. Il y avait aussi d'autres jeux à son actif, comme Medieval Academy, qui était leur premier jeu, qui est un jeu, on va se dire, très bien foutu. Jeu d'enchères, mais jeu d'enchères vraiment assez ingénieux, qui révolutionne pas le genre, à vrai dire. Même, je dirais qu'à part Welcome to, Blue Carker n'est pas un éditeur qui se spécialise dans les jeux qui essayent de aller tracer des nouveaux sentiers. C'est plutôt un éditeur qui fait dans le très bien établi comme mécanique, mais très très bien rodé comme jeu avant d'être lancé. Donc c'est un éditeur finalement très professionnel. Et j'ai eu l'occasion de jouer à leur jeu leur prochaine nouveauté, qui va sortir dans quelques mois. Il s'appelle Rest in Peace. Et Rest in Peace, peut-être qu'il y en a qui nous ont entendu parler parmi ceux qui nous écoutent, parce que notre cher collègue Ludie Psy en a parlé. Elle a présenté ce jeu-là au mois dernier. Et puis, c'est un tout petit jeu pour 2, Rest in Peace, avec un thème lugubre, on s'en doute. C'est un thème où on fait des fantômes qui veulent hanter des manoirs et des châteaux. Le but du jeu étant de soit hanter 4 manoirs, soit hanter 3 châteaux.
C'est un jeu, franchement, qui m'a impressionné. Je m'attendais pas du tout à ce genre de jeu quand j'ai joué à ça. Mais les mauvaises langues vont dire que c'est juste un jeu de bataille où le hasard va déterminer qui est gagnant, alors que c'est complètement faux. J'ai joué plusieurs parties de ce jeu-là, et au fur et à mesure que je jouais, je découvrais des subtilités absolument abracadabrantes, au point où est-ce qu'on peut prévoir à la moitié de la partie la stratégie qui va nous faire gagner. C'est-à-dire qu'on va littéralement, à la moitié de la partie, on va savoir littéralement si on va gagner ou pas. Je pourrais le décrire comme un condottière pour 2 joueurs. S'il y en a qui connaissent condottière, évidemment. C'est un jeu dans cette même lignée de tous les jeux pour 2 que plusieurs connaissent, probablement, où on a toujours une ligne de cartes qui nous sépare entre les 2 joueurs au milieu de la table. Et il faut gagner les cartes qui sont au milieu de la table. C'est des objectifs. Donc, les cartes vont être surmontées des manoirs ou des châteaux. Alors, quand on gagne une manche, on gagne le manoir ou le château à hanter, mais la carte, elle, va au perdant. Et la carte, elle, va être une carte que le perdant va pouvoir jouer avec les autres cartes pour essayer de gagner d'autres manoirs au château. Mais en plus, on va faire un pouvoir spécial. Et c'est là que ça devient très subtil. Parce que ces cartes ou pouvoirs spéciaux sont vraiment, vraiment fameuses. Elles vont vraiment toutes changer la dynamique du jeu. Par exemple, vous pourriez jouer une carte que vous avez gagnée qui va dire la manche s'annule et le château ou le manoir qu'on essaie de gagner présentement va s'ajouter à celui qu'on va gagner à la manche suivante. Donc, de toutes les cartes que vous avez jouées cette manche-là, ça ne va rien. C'est exactement comme dans Condottière quand vous jouez la carte de l'hiver qui fait le même effet. Pour ceux qui ne connaissent pas Condottière, c'est un classique. C'est un jeu qui a été édité il y a plus de 20 ans par Eurogames, Descartes, auteur Dominique Erhardt. C'est un jeu, en fait, je dirais que je pourrais décrire ce jeu-là comme un jeu d'enchères sur le territoire d'Italie qui se déroule à la Renaissance, où vous jouez des cartes de soldats avec des valeurs numérotées. Et il y a toutes sortes de subtilités qui vont se dégager de ça par rapport aux cartes spéciales que vous allez jouer aussi, mais aussi par rapport au moment où vous allez vous retirer du jeu. Parce que dans Rest in Peace, vous avez ça aussi. Vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez à votre tour, et ensuite vous pouvez vous retirer si vous voulez. Vous pouvez même ne pas jouer de carte et vous retirer immédiatement et ça fait gagner l'autre tout de suite. Et ça fait partie des stratégies utiles. Parce que vous pouvez peut-être vous foutre du château ou manoir qui va être gagné par votre adversaire parce que vous savez que c'est son premier, donc c'est pas grave. Et vous allez garder des cartes dans votre main pour la prochaine que vous allez gagner. Et la prochaine que vous allez gagner va peut-être vous donner la victoire parce que c'est peut-être le 3e château hanté qui vous manque. Donc c'est tout ça finalement qui devient très intéressant dans ce jeu-là. Il y a d'autres détails que je pourrais encore vous divulguer, mais je vous conseillerais plutôt de le découvrir parce que Blue Cocker va gagner, en fait, va maintenir sa moyenne au bâton avec ce jeu-là. Je le prédis assez bien. Ouais, ça me fait penser beaucoup à quoi, Shotten Totem ou... Oui, ça peut faire penser à Shotten Totten, à Lost Cities, les Rhino Kennedy, mais là tu parlais de Condottière. Le Condottière, c'est un jeu un peu de majorité, là, de conquête, à plusieurs joueurs évidemment, donc il y a quand même cet aspect-là, malgré dans un jeu à 2 joueurs, c'est ça? En fait, c'est littéralement cet aspect-là, mais pour 2 joueurs, parce que Condottière ne se joue pas vraiment à 2, il se joue à 3, vu sa nature de jeu d'enchères. Exact. Les jeux d'enchères, habituellement, c'est pas fait pour 2, mais Rest in Peace, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il réussit le pari de le faire. Et puis, c'est drôlement bien foutu. Mais oui, il peut faire penser effectivement à Shotten Totten, Lost Cities, ou je pense aussi à César et Cléopâtre, qui n'est pas de Knizia, ou Babel, qui est de Rosenberg. C'est tous des jeux, ça, où vous avez une ligne de cartes au milieu, et il faut remplir, faut essayer de gagner les cartes au milieu en jouant des cartes de notre côté de la table. C'est dans cette même tradition-là. Mais il fait beaucoup plus penser à Condottière qu'à ces jeux-là. À cause des effets, j'imagine. À cause des effets, mais aussi à cause de la dynamique du jeu et à cause des mécaniques. L'auteur n'est pas l'auteur de Condottière, par contre, c'est un nouveau qui s'appelle Fabien Gridel, un auteur français, je crois, qui est mécanicien. Dans ses temps libres, en fait. Il est auteur de jeux dans ses temps libres, tu veux dire? Il est auteur de jeux dans ses temps libres, c'est ce que je voulais dire, oui. Et il est mécanicien automobile lorsqu'il ne fait pas de jeu. Mécanicien automobile, mécanicien de jeux de société. Oui, hein,
Ça fit. Ça Un a gars de l'air mécanique, en tout cas. Un gars de mécanique, tout à fait. Donc, c'était ça ma manchette. Super, fait que ben rest in peace à suivre. Tu sais un peu ça sort quand ou Je pense que ça va arriver au Québec dans le courant de l'été, sinon à la fin. Super, ben on se tient au courant là-dessus. JF, à toi. Yes. Bon, ben, moi, je vais vous parler d'un vieux jeu, là, parce que j'ai redécouvert. Et je l'ai redécouvert principalement à cause de cette folie qu'a en ce moment Asmodee Digital de tout vouloir transformer leur jeu en jeu, en les adaptant pour une plateforme numérique. Et oui, moi, j'aime beaucoup les jeux de société, mais quand même vous dire, toi, t'as joué à beaucoup de jeux mobiles. Moi, je joue aussi à beaucoup de jeux vidéo. J'ai une collection de plus de 400 jeux sur Steam. Et ben, je me retrouve souvent à vouloir jouer à un jeu, mais à pas trop savoir quoi. Et souvent, ben, ce genre de jeux-là, de société adaptés là, pour l'ordinateur, pour un mobile, c'est vraiment bien. Bon, j'avais déjà joué à Terraforming Mars, entre autres. Mais ici, c'est Small World que je voulais parler parce que c'est un jeu que j'avais joué un petit peu il y a très longtemps. C'est quand même un jeu qui date un petit peu, mais ça a souvent été... Bon, depuis longtemps, c'est quand même... Ça reste une genre de référence pour nous, en tout cas pour moi, pour nous qui est une bonne référence pour les joueurs qui aiment les jeux de confrontation, les genres de risques, les jeux de combat où on attaque les autres joueurs. Il y a c'est comme un des jeux modernes, si on veut, qui prend cette idée-là et qui la transforme et qui la rend vraiment intéressante. J'avais pas beaucoup joué et j'avais pas pu voir l'ampleur là, des possibilités, des stratégies, parce que un des concepts clés là, dans le jeu, c'est que à chaque game, il y a... Tu sais, quand on parlait des roguelikes, on parle de concept de génération procédurale. Ben, c'est un peu ça, Small World. Parce que, en début de partie, on va établir les peuples et ils vont tous avoir un pouvoir spécial parmi des tuiles. Et évidemment, ces pouvoirs spéciaux-là, ben, ils vont être attribués à différents peuples à chaque partie. Chaque peuple a son pouvoir et a son effet aussi spécial. Donc, juste cette variante-là de tel pouvoir avec tel autre pouvoir, c'est super bon, ou c'est un peu moins bon, ou c'est très bon dans telle condition pour faire telle stratégie. Tu vois qu'il y a des combos là, qui sortent, tu vois que quand il y a tel bonus avec tel peuple, tu veux en profiter, généralement tu sais que c'est fort, est-ce que tu le prends, quitte à perdre ailleurs, ou tu laisses quelqu'un d'autre le prendre. Donc il y a toute cette réflexion-là derrière, et une chose tu sais, on est dans un monde imaginaire, on s'entend, fantastique, avec toutes sortes de créatures, des géants, des Amazones, tout ça. Mais ça reste un jeu de civilisation dans la mesure où nous incarnons un peuple, mais à chaque tour, notre peuple va un peu comme... C'est comme si au moment où on prenait contrôle de notre civilisation, c'était un peu son âge d'or, et à partir de là, t'essayes de garder ton âge d'or le plus longtemps possible, mais jusqu'à un déclin qui est généralement inévitable. À ce moment-là, tu vas pouvoir changer de peuple, et donc continuer ta conquête, mais avec un nouveau peuple qui est lui rendu dans son âge d'or, alors que ton autre peuple est en déclin. Il continue à te faire des points, si on veut, mais ils ne sont plus actifs. Là. Ils peuvent plus rien faire directement. Leurs pouvoirs sont, pour la plupart, annulés. Donc, je vais pas faire un grand détail là, du jeu. Il y a beaucoup de choses à découvrir. J'ai aussi pu essayer des diverses extensions qui rajoutent des nouveaux pouvoirs, des nouveaux... peuple et des nouvelles mécaniques de jeu. Je trouvais ça vraiment intéressant. Le fait de pouvoir y jouer plusieurs fois, de pouvoir essayer plusieurs combos, ça m'a vraiment permis de réaliser à quel point c'était un jeu qui était quand même vraiment solide, vraiment bon. Et malgré l'aspect de conquête, confrontation, les mécaniques de jeu font en sorte que tu te sens pas nécessairement trahi, tu te sens pas nécessairement... vraiment pénalisé pour perdre un combat. Donc je trouve que c'est un jeu qui valait la peine de reparler un petit peu, de remettre un peu sous les radars, et pour ceux que ça intéresse, au moins essayer le jeu numérique, ça vaut vraiment la peine. Il y a des possibilités aussi de jouer en local ou en multiplayer. Donc ça, c'était ma petite parenthèse Small World.
Ouais, c'est clair que ce jeu-là, hein, malgré le fait que ça fait quand même un bout de temps qu'il est sorti, continue à faire des vagues et à être assez unique dans son genre. Il y a peu de comparables, en fait, et peu de jeux qui ont pris cette place de jeu de confrontation de 1 heure-ish, là. Exact. Puis il y a une grande variété, là, dans le sens que c'est bon à 2 joueurs comme c'est bon à 5. Je me rappelle plus, c'est 5 ou 6. Ça peut aller jusqu'à 6, effectivement, avec des suppléments. Oui, c'est ça. Parce que c'est rendu tellement populaire, Small World, que ça l'a fait des émules, forcément. Ça l'a fait des extensions pour finir aussi. Tunnel, tu peux jouer 2 boards en même temps. Ça, c'est quand même fou, tu sais. Je peux confirmer que ça fonctionne très bien, je l'ai déjà fait. Ah oui? Ok. Ouais. Ça, c'est en incluant comme l'autre version qui est Underground, je pense que c'est bien ça, Small World. Oui, c'est ça. Tunnel, à vrai dire, c'est une extension qui implique que vous ayez déjà une des variations de Small World, c'est-à-dire Small World Underworld, qui est finalement un autre Small World, mais qui est comme dans un monde inverse, un peu comme à la manière de Stranger Things, je vous dirais, la fameuse série Stranger Things. Oh, spoiler! Mais bref, il y a comme un monde parallèle à Small World, dans Small World Underworld, un monde souterrain avec des créatures souterraines. Puis là, avec les tunnels, ce que vous faites, c'est que vous prenez les plateaux de Small World Underworld, Small World normal, et vous les reliez ensemble. Et là, ça fait un gigantesque plateau qui peut être... en fait, 2 plateaux qui peuvent être joués de l'un à l'autre quand vous vous déplacez. Là, ça permet de jouer à 10, ça? Non. Ça va jouer jusqu'à 6 quand même, parce que 6, c'est quand même pas mal de sport. Là. Oui. Super. Nice. Ben, ça me donne le goût d'essayer, là. Peut-être éventuellement, là. Une petite game de Small World multiplayer, ça pourrait être le fun. Ah oui, hein? D'ailleurs, c'est tout un sujet à discuter, les adaptations des jeux de société en jeux vidéo. Mais je pense qu'on va garder ça pour un autre jour, parce que il y a beaucoup à dire là-dessus, beaucoup à réfléchir là-dessus. Oui, puis c'est pas mal en transformation en ce moment, là, donc c'est le bon moment d'un peu regarder ce qui se passe. Là. Exact. Mais ce sera pour un autre moment. Oui, super. Donc on se lance tout de suite dans les chroniques du jour. Je vais commencer de mon côté. J'avais entamé la semaine dernière une chronique sur très largement les droits d'auteur. On sait que dans le monde du jeu de société, c'est un peu flou, on sait jamais trop vraiment qu'est-ce qui est protégé, on entend des choses, on sait pas trop, fait que je me suis dit, ok, on va démystifier ça, on va mettre ça au clair. La semaine passée, on a parlé des marques déposées. Donc, si vous voulez l'écouter, allez la semaine passée. Aujourd'hui, on va parler des droits d'auteur en tant que tel, donc vraiment les copyrights, les droits d'auteur. Ça a commencé dans le temps, ça c'était un moyen de protéger les auteurs de livres. Avec le temps, bon, ça s'est étendu là, à couvrir un peu toutes les œuvres originales, comme du texte qui est publié, mais de la musique, du visuel, des photographies, des films. Donc, toutes les formes artistiques pratiquement sont protégées par le droit d'auteur, les œuvres imprimées, bien entendu, aussi. À savoir que vous n'avez pas vraiment besoin d'enregistrer un droit d'auteur. Dans le fond, à partir du moment où vous le publiez, votre œuvre va automatiquement être protégée dans le monde des droits d'auteur. Bon, il y a des manières quand même de protéger encore plus, mais réellement, à partir du moment où vous le publiez, vous êtes enregistré pour ça. Enregistré. C'est attribué à votre personne. Bon, pour les jeux de société, on s'entend, c'est toujours un peu plus complexe que ça l'est, mettons, pour une photo, parce que la photo, c'est facile de savoir est-ce que c'est la même ou non. Le jeu de société, eh bien, il y a quelques petites questions à se poser. Parce que, bon, on s'entend que toutes les illustrations, les scripts, les règles, toutes les inscriptions, le texte, les dessins, tout ça, c'est protégé d'emblée. Par la loi des droits d'auteur, comme on a pu voir, mais tout le reste, donc les mécaniques, l'interaction entre les mécaniques, les personnages, les conditions de victoire, toutes ces choses-là, sont-elles protégées par les droits d'auteur? Eh bien, pour le savoir, en fait, on va remonter à une affaire qui est allée en Cour suprême aux États-Unis, qui date de 1879 et qui a absolument aucun rapport avec les jeux de société. Okay. C'est ça, c'est quand même pas pire. Donc, c'est l'histoire d'un comptable qui avait écrit un livre, dans le fond, qui proposait une méthode de comptabilité.
Donc son livre expliquait comment ça fonctionnait, et à la fin du livre, il y avait des espèces de tableaux vierges dans lesquels que tu pouvais utiliser pour remplir, dans le fond, ta comptabilité. Son livre a rencontré vraiment peu de succès, mais il y a un autre éditeur qui a pris ce concept-là et qui en a refait un livre, en fait, qui avait un peu plus de notoriété. Donc, il a refait un livre, puis ça a fonctionné. Il n'a pas copié le texte, il a rien copié, mais il a pris la même méthode et il a créé son livre à partir de ça. Alors là, bon, c'était vraiment plus tard. Fait que c'est la veuve, en fait, qui a intenté une poursuite pour contrefaçon là, sur cet éditeur-là. Et la Cour suprême, en fait, bon, ça a été quand même un procès assez houleux et assez important, mais ça a été déterminé que, bien que le livre était assujetti à des droits d'auteur, la méthode de comptabilité en elle-même n'était pas assujettie à des droits d'auteur. Donc, les formulaires pour arriver à cette méthode-là ne l'étaient pas non plus. Le juge a dit, bien que personne n'ait le droit d'imprimer ou de publier son livre ou une partie du matériel de celui-ci, comme un livre destiné à transmettre des instructions, toute personne peut pratiquer et utiliser ce qui est décrit et illustré. Et là, je vais vous lire en anglais un peu la conclusion de ça. In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle or discovery. Donc, en aucun cas, la protection des droits d'auteur pour une œuvre originale s'étend à une idée, une procédure, un processus, un système, une méthode de fonctionnement, un concept ou un principe, quelle que soit la forme sous laquelle elle est décrite. Par conséquent, ben, dans le fond, un système, un processus, dans un jeu, souvent, on va appeler ça les mécaniques de jeu, ne sont pas soumis aux droits d'auteur. Donc, des mécaniques comme lancer des dés, déplacer un jeton ou des choses plus complexes ne peuvent pas être protégées par les droits d'auteur, et en fait on se base sur la jurisprudence de ce cas qui date de 1979 pour encore à ce jour se prononcer sur cette idée-là. Donc les droits d'auteur ne protègent pas l'idée d'un jeu, ne protègent rien de tout ça, puis comme on l'a vu, ça protège pas le nom ni le titre non plus, parce que ça va être sur les marques déposées, mais bon, on a vu ça la semaine dernière. Ça protège en aucun cas ces choses-là. Donc, à partir du moment où votre jeu a été rendu public, il n'y a rien qui empêche les gens de voler votre idée. Oui, et peut-être même que des gens vont s'en mettre plein les poches avec votre idée. C'est ça, le capitalisme sauvage. Mais peut-être aussi qu'il y en a qui vont se planter royalement et par le fait même vous faire de la publicité. Alors, on est à l'abri d'aucun des deux scénarios. Soyez-en prudents, soyez-en avertis. Et même si on dit que le monde du jeu de société est le monde des licornes où tout le monde est gentil et se serre la main à gauche, à droite et tout le monde s'apprécie, il y a quand même beaucoup de cas de vol d'idées dans le monde des jeux de société. D'ailleurs, le cas le plus connu, là, puis il y a une page Wikipédia infinie sur ce sujet, il y a plein d'articles que vous trouverez, c'est bien entendu Landlord versus Monopoly, toute cette saga. Je vais évacuer ça parce que c'est quelque chose dont on a souvent parlé et qui a beaucoup de documentation, mais surtout qui date d'il y a vraiment longtemps. Alors, qui avait vraiment inventé Monopoly, qui l'a édité, qui a pris l'idée de qui, c'était qui avait les droits, tout ça. Je vais laisser ça de côté. Je vais aller avec d'autres exemples, en fait, un peu plus près de nous. D'ailleurs, le premier exemple, et ça, c'était pas supposé être dans ma chronique, c'est juste qu'il y a quelques jours, j'ai vu Antoine Lefebvre, gagnant du proto de l'année, c'était un hasard pur, qui parlait sur Facebook de le fameux jeu Toc Toc Woodman. Toc Toc Woodman, le jeu où on a une espèce de tronc d'arbre, une petite hachette, un jeu de dextérité dans lequel on va essayer de faire tomber l'écorce des arbres sans détruire la tour. Eh bien, sur Kickstarter, il y avait il y a quelques semaines un jeu qui s'appelait Bamboo Bash. Bamboo Bash, et même, si je me trompe pas, j'ai pas trouvé le détail exact, mais je crois que c'est le distributeur américain de Toc Toc Woodman qui a mis un Kickstarter qui s'appelait Bamboo Bash, qui est essentiellement un rip-off de Toc Toc Woodman. Donc là, on joue un peu sur plusieurs lignes en même temps. C'est vraiment le même jeu. T'sais. En plus, c'est un jeu qui a du matériel vraiment
spécial dedans. Donc, c'est sûr que c'est dommage de voir ça. Après ça, la question est la même. Est-ce que J'ai eu une longue discussion avec Antoine sur ce sujet-là, justement, parce que, à savoir, est-ce que vraiment je veux m'opposer aux gens qui volent le jeu de quelqu'un d'autre, quand, d'un autre côté, je veux, en tant qu'auteur, avoir le droit de pogner les mécaniques des autres? Même si c'est un manque flagrant d'originalité et de créativité d'un côté, ben, de l'autre côté, je veux que les mécaniques de jeu ne soient pas protégées par des droits d'auteur. Donc, on a comme une espèce de... les deux revers d'une médaille. Comme toute chose dans la vie, certaines choses sont positives, d'autres sont négatives. Et ça, c'est une question que vous devrez vous poser vous-même. Est-ce qu'on veut permettre à la justice sociale aux gens de trasher des jeux qui ont été copiés de d'autres personnes, en sachant très bien qu'éventuellement, ça va ouvrir la porte à de plus en plus de débordements, cette réflexion. Mais là, on se perd un peu. On revient à des cas célèbres de copyright, de problèmes de droits d'auteur. En 2019, on a l'éditeur Wonder Dice qui a été accusé par un concepteur de jeux de société, en fait un Français du nom de François Bachelard, d'avoir copié son jeu Alien USCSS Nostromo. Bien qu'il y a quand même des différences majeures entre les deux jeux, ce designer de jeu-là prétend qu'il a présenté son jeu à Wonder Dice qui, un peu de temps plus tard, a sorti un jeu qui était très 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 similaire à ça. Alors, il n'y a jamais eu vraiment d'accusations qui ont été portées, mais la réaction de la communauté a été très forte et Wonder Dice s'est fait déchirer par la communauté en ligne. D'ailleurs, vous irez voir ce jeu-là sur Internet. C'est 1.1 sur BGG, sa note. Donc, ça n'a pas bien été. Oh my god. Ouais, c'est ça, exact. Un autre cas, cette fois-ci, qui est vraiment moins flagrant, qui est vraiment plus flagrant, en fait, qui est vraiment moins ambigu, c'est le cas de Dungeon Horde. Dungeon Horde, c'est un jeu qui est disponible sur GameCrafter. Vous savez, GameCrafter, qui est un site d'autodistribution, un imprimeur sur demande sur lequel les auteurs peuvent mettre leurs jeux et les vendre à la pièce, dans le fond, pour des consommateurs. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-ci? C'est que quelqu'un a juste commencé, il a pogné le jeu de GameCrafter. Là, tout le jeu, les images, même le logo du gars qui l'a fait, il a tout pris, puis il a mis ça sur Kickstarter. Donc il est allé sur GameCrafter, il a vu un jeu qu'il aimait, il l'a pogné, il a dit hey, moi je vais faire une campagne de sociofinancement avec ça. Et il a parti sa campagne de sociofinancement avec un jeu qui avait juste littéralement volé sur une autre plateforme. Le créateur s'est rendu compte de ça, puis il est allé au seul endroit qui vaut vraiment la peine quand on veut de la justice sociale importante, il est allé sur Reddit. Et ça n'a pas été long, comme vous pouvez imaginer, que la campagne Kickstarter s'est faite stormer. D'ailleurs, les 2 derniers updates sur Kickstarter, puis là, je vais vous le lire tel quel, du voleur, on va dire comme ça. Hello Hall, maybe I will close this campaign because a lot of kids here come and comment that they own the game, and they are not. We didn't even copy anything. The real team of Dungeon Horde. Et le deuxième commentaire qui met fin à la campagne, I cancel this campaign. Et là, je dis campaign parce que c'est comme ça qu'il l'écrit. Because no one deserve. Point. Plus some of this kid who come and broke the project. Bon, fait que c'est comme ça que ça s'est terminé cette histoire, comme quoi certaines personnes sont pas faites pour être des criminels, bien entendu. Il y avait seulement soulevé 500$ avec ça, malgré tout. On va arriver sur une histoire un peu plus choquante et troublante cette fois-ci. C'est l'histoire de Overturn Rising Sand de la compagnie Foxtel. Overturn Rising Sand, vous irez voir ça aussi sur BGG. On est à 1.5 comme note, là, donc vous savez que ça va pas bien se terminer. Et là, l'histoire que je vous raconte, j'ai vu les détails sur plusieurs blogs différents, mais principalement sur, et là, comme on parle de copyright, je nomme la personne de qui je tire mes informations, bien entendu, un blogueur de jeux de société sur le site de atgn.com, un blogueur du nom de Lynn, qui nous raconte cette histoire-là assez abracadabrante. Alors, Overturn arrive sur Kickstarter, et dès que c'est lancé, ok, c'est un jeu, ça marche vite, fundé en 1 heure, le vent dans les voiles, grosse figurine, tout ça, ça attire beaucoup d'attention, puis ça part bien. Tu sais, un beau projet de miniature là, qui part vite.
Bien entendu, quand on attire l'attention positive, on attire aussi l'attention de tout le monde qui veut vous scruter un peu plus. Et cette histoire-là, c'est comme en fait une pelote de laine qu'on déballe tranquillement et à chaque fois on découvre quelque chose de pire derrière. Le premier pépin qui était pas si grave en fait, c'est que ça disait que c'était une compagnie canadienne qui faisait ce projet-là. Au final, c'était une compagnie pakistanaise. Mais on sait que le Pakistan n'a pas le droit de faire des campagnes sur Kickstarter. Donc déjà, ça l'allumait quelques flags, mais ça s'est vu par le passé. Il y a c'est déjà des cas qui sont arrivés, des gens qui disaient pas le vrai pays pour avoir accès à l'outil. Donc, c'était pas si grave, mais ils tardaient vraiment à publier les règles du jeu. Et comme on sait sur Kickstarter, là, publier les règles de ton jeu, c'est vraiment important. Mais eux, ils tardaient beaucoup, puis les gens étaient comme, allez, publier les règles, on veut voir. Finalement, ils ont publié un PDF de règles. Et je vous dirais que la plupart des réponses ont été assez mitigées. Quelques jours plus tard, on a des users BGG, Hugo Perillo et Franchise, des gens avec des yeux d'aigle, comme on peut dire. Alors, ces gens-là ont commencé à regarder le livret de règles et se sont rendus compte que c'était... En fait, il y avait beaucoup de ressemblances avec le livret de Massive Darkness, un jeu là, de Cool Mini or Not, gros jeu, encore une fois, qui a été assez populaire. Là, on est comme, OK, est-ce que c'est vraiment grave? Ça ressemble un peu. Tous les livres de règles se ressemblent. Et bien, en fait, plus il creusait, plus il se rendait compte que le manuel, c'était le même. Il y avait quelques changements. Bon, les photos étaient changées, les choses, mais c'était pareil. Comme toutes les informations étaient aux mêmes places, toutes les choses étaient pareilles. Donc, c'était juste vraiment une copie du manuel. Ils ont pris le manuel et ils en ont fait un template. En fait, ils se sont basés là-dessus. Bon, des similitudes étranges, comme pouvait dire Foxtel, mais c'était quand même assez frappant, là, les analyses que les gens en ont faites. Ensuite, la section sur la campagne Kickstarter, la section shipping, là, comme tu racontes, OK, comment tu vas faire ton shipping, tout ça, c'était exactement la même que le jeu Conan. Vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait un jeu sur Kickstarter, Conan, ça a été très gros. Il avait juste pogné la section expédition et il l'avait copié. Et ça s'arrête pas là, bien entendu. Ensuite, la section politique et remboursement sur leur campagne Kickstarter, c'était exactement la même que le jeu de Jeanne d'Arc, qui était aussi sorti il y a quelques années. Exactement la même, au point où ils n'avaient même pas changé la devise, en fait, qui, dans le texte de Jeanne d'Arc, c'était en américain, alors que là, ça doit être en canadien. Donc, ils n'avaient même pas pris le temps de changer la devise. Ensuite, bon, ça continue de s'accumuler parce que leur profil de compagnie, c'était exactement le même profil qu'une autre compagnie qui avait juste changé le nom de leur compagnie. Donc, le About de leur studio, c'était juste pas un truc qui existait. En fait, ils avaient juste pogné celui d'un autre studio et ils l'avaient changé. Finalement, le comble de l'ironie, le logo de Foxtel, ok, alors c'est une espèce de renard qui tient une lance et sa queue est vraiment stylisée, tu sais, c'est quand même cool. Et là, justement, Lynn, dont je vous parlais au début, faisait des recherches sur ce dossier-là et trouvait que ça ressemblait beaucoup à quelque chose qu'il avait déjà vu, pour se rendre compte que c'était exactement tel quel la queue du renard de Firefox, le browser Firefox, qui avait juste coupé et qui avait collé sur leur logo à eux. Alors, c'était vraiment plagiat par-dessus plagiat. Finalement, CrowdDoc, c'est leur pledge manager s'est retiré, ça a forcé l'arrêt de la campagne et ils ont fini ça avec un genre de mea culpa, mais en disant que il y avait des similitudes étranges avec certains projets et finalement ils ont tout blâmé ça sur leur traducteur. Alors c'était quand même un peu chiant et ils ont maintenant disparu de l'industrie. Alors, toute une histoire, ça n'a pas de sens. Il me reste plusieurs anecdotes, mais je vois que le temps presse. Alors, je vais y aller très rapidement sur une dernière que j'aime beaucoup. Il s'agit du jeu Advanced Civilization de Avalon Hill. Et j'ai pas fait beaucoup de recherches sur ce dossier-là, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est pratiquement la mort d'Avalon Hill. On sait que cette compagnie-là a eu quand même un âge d'or assez incroyable. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a arrêté? Certaines prétendent que c'est exactement à cause de l'histoire que je vais vous raconter à l'instant. Alors, les droits du jeu Civilisation. On va un petit peu dans le temps, là, on skip les premières versions de Civilisation. On va au moment où il y avait déjà la version, la première Civilisation de Sid Meier's et là, la compagnie qui le faisait à ce moment-là, Microprose. Alors, il
n'y avait pas vraiment de droit qui avait été vendu à ce moment-là. Il avait juste comme pogné l'idée du jeu de table et il avait fait un jeu vidéo qui marchait très bien. Alors, pour un peu se venger, Avalon Hill a décidé de faire payer ses droits à la compagnie Activision pour faire un jeu qui s'appelait Civilization Call to Power, qui était vraiment similaire au jeu de Sid Meier's. Et là, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? C'est le revers. Fait que dans le fond, Avalon Hill s'est fait comme pogner son jeu par Micropose puis Sid Meier's. Et là, Avalon Hill n'était pas content. Ils ont dit, check, on donne nos droits à Activision pour qu'ils fassent un jeu qui ressemble vraiment. Mais là, c'est Micropose qui s'est retourné et qui a dit, vous avez copié notre jeu, on va vous poursuivre. Et eux, par le fait même, entre-temps, étaient allés acquérir les droits auprès de l'auteur original du jeu Civilisation. Et pas auprès de l'éditeur, mais auprès de l'auteur. Fait qu'au final, en cours, c'était eux qui possédaient les droits sur le jeu. Avalon Hill a encouru, je pense, au-dessus de 400 000 $ de dettes par rapport à ce jugement-là. Et ça l'a foutu la compagnie en déroute. 400 000, ça semble pas énorme, mais pour l'époque aussi, hein, puis des compagnies de jeux de société, c'était un gros montant. Pour que finalement, la compagnie se fasse acheter par Hasbro, et qu'on connaît maintenant. Un peu plus tard, en plus, qu'est-ce qui est arrivé d'assez drôle, c'est que Micropose a eu des soucis financiers et a aussi été acheté par Hasbro. Alors, à la fin, ça finit quand même que toute la famille Civilisation s'est retrouvée ensemble et tout le monde était heureux. Donc c'est quand même toute une histoire malgré tout. Pas sûr à quel point il était heureux, mais... Non, c'est ça. Quand même rocambolesque. Effectivement. Alors, vous voyez qu'il y a quand même plusieurs histoires. Il y en a plein que j'ai pas lu, là, donc pour accélérer un petit peu le processus. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin pour les designers? Ça veut dire qu'il y a très peu de choses que vous pouvez faire pour protéger vos idées. Ayez pas peur quand même après d'aller en parler puis de la mettre sur la place publique parce que, effectivement, parler de votre idée sur des forums, sur Internet et tout ça, oui, c'est s'exposer à des voleurs, mais c'est aussi la meilleure façon de montrer que c'est votre idée depuis longtemps. Ça veut dire que s'il y a des timestamps de vous sur Reddit en 2009 qui parlent de votre idée de jeu, puis l'autre personne qui vole votre idée n'a pas ce bagage-là sur tout le jeu, c'est quand même quelque chose qui prouve que vous étiez le créateur original de cette idée. Alors, parler de votre idée n'est jamais une mauvaise chose. C'est pas jamais, là, mais c'est généralement pas une mauvaise chose parce que ça prouve que c'est la vôtre. En plus, sur Internet, c'est pas comme parler de ça à quelqu'un dans un bar un peu sous, il vous la vole puis il fait des millions avec. Quand vous en parlez sur Internet, c'est associé à votre nom d'utilisateur, à une date précise, à un contexte. Donc, c'est vraiment une chose à faire. Sinon, on a le fameux Dr. Scott Nicholson, qu'on n'a pas parlé depuis longtemps, mais que j'apprécie beaucoup, qui parle de la technique du Poor Man Copyright. Donc, le copyright des pauvres, c'est une technique qui est un peu mitigée parce qu'en cours, elle est pas totalement valable, mais elle a quand même une certaine valeur. C'est quand vous avez votre projet, là, votre jeu il est fini, ou peu importe, là, vous avez votre idée, vous allez à la poste, vous demandez de vous faire étamper une date officielle de la poste sur l'enveloppe et de vous envoyer l'enveloppe à vous-même et de jamais l'ouvrir. Donc vous avez une enveloppe scellée avec le sceau officiel de la poste qui vous dit la date à laquelle cette enveloppe-là a été scellée. Vous l'avez chez vous, et si un jour il y a des problèmes, vous pourrez arriver en cours et ouvrir cette enveloppe pour démontrer que ce qu'il y a à l'intérieur a été fait à une date antérieure à celle qu'on se trouve. Donc ça, c'est la technique pour faire des copyrights de façon un peu pauvre, mais ça fonctionne quand même à un certain point, puis ça va prouver une certaine validité de l'idée que vous aviez. Si je peux me permettre de rajouter un petit peu sur ça. Absolument. Je savais pas si tu allais en parler, mais il y a aussi un cas célèbre qui est Jungle Speed. Jungle Speed étant un jeu fait dans début des années 90, il y a eu beaucoup de rip-off de ça et les auteurs se sont battus longtemps là, pour essayer de regagner les droits. Et un des facteurs qui a fait une différence, c'est que au début, la prémisse du jeu, il y a comme une petite histoire. Puis cette histoire-là, contrairement à des mécaniques de jeu, ça se brevette d'une certaine façon, là. Et ça les a vraiment aidés parce qu'ils pouvaient rapidement et
en fait, avec des dates antérieures, parce que la technique que tu parles, oui, c'est une bonne chose, sauf que souvent, ça arrive au moment où tu l'as fini, donc à la fin du processus, mais des fois, tu sais, des fois, il te faut des preuves que, oui, ça fait 3 ans que tu travailles dessus, et des preuves que tu l'as depuis 3 ans, parce que quelqu'un qui l'a rip-off pourrait prouver que ça fait 1 an qu'il travaille dessus, puis toi, tu peux pas le prouver que ça fait plus longtemps, donc il y a ça aussi là, à prendre en compte, mais en gros, une des choses avec un des rip-offs là, qui s'est passé, c'est qu'il avait aussi copié un peu l'imaginaire ou l'histoire, ouais, c'est ça. Et ça, ben, c'était flagrant, il pouvait pas se dissocier de ça, et ça, c'est une chose qui a permis, un des aspects qui a permis aux auteurs de Jungle Speed, là, justement, de gagner leur combat. Après, tu sais, il faut dire que des rip-offs chinois, c'est quand même de plus en plus classique, de plus en plus commun, c'est de plus en plus dur de savoir, surtout quand tu passes dans des sites comme Amazon, ou du moins pas par des sites officiels de boutiques de jeux de société, tout ça, là, ça se peut que tu te retrouves à acheter une version frauduleuse sans même le savoir. Donc oui, c'est tout. Il y avait eu un genre de petit scandale avec les pandémies Legacy dans le temps. Il y avait en circulation à travers Amazon des rip-offs chinois qui étaient pareils comme le vrai pandémie, mais juste un peu plus cheap, tu sais. Ouais, ok, c'est très possible. C'est souvent ça l'attrait, dans le fond, c'est qu'ils font un jeu pareil, mais ils le vendent moins cher. Mais là, tu te rends compte que c'est pas le même jeu, tu sais. Ouais, c'est un peu moins... Ça vaut... C'est ça, il y a une raison pourquoi c'est moins cher. Donc c'est ça, juste pour dire que c'est ça, il y a toute une histoire, c'est une histoire super intéressante aussi de Jungle Speed, on pourrait en parler longtemps, mais c'est un des histoires. Après ça, on parle de ça, mais en même temps, je suis quand même de l'avis que ça arrive pas souvent, même si on met en lumière plein de cas, tu sais, c'est quand même relativement rare, puis je suis content que tu parles... Ça reste anecdotique. Encore un peu, je veux dire, l'industrie, plus elle devient comme professionnelle, ou plus il y a de l'argent engendré, là, plus c'est différent, mais c'est ça, j'ai perdu mon point, mais voilà. Ben, en fait, juste pour aller rapidement sur qu'est-ce que tu viens de dire, il y a un cas que j'ai pas parlé, que je vais glisser rapidement, parce que tu parlais que Jungle Speed, la petite lore derrière l'histoire, les a comme sauvés. Ben, en 2014, il y avait un cas, c'était le jeu Bang. Vous vous rappelez de ce jeu de cartes, là, de cowboy, en fait, un genre de, pas de loup-garou, là, mais de jeu de déduction, un jeu de party là, quand même assez populaire. Puis il y avait un rip-off qui s'appelait Legend of the Three Kingdoms, un rip-off chinois justement, et c'était vraiment un rip-off complet, les pouvoirs étaient les mêmes, les conditions de victoire, tout ça. Ça a été en cours, ce cas-là, fait que c'est intéressant parce que ça a été en cours, donc il y a eu comme justement une conclusion juridique là-dessus. Et dans ce cas-ci, contrairement au cas de Jungle Speed, même si le jeu était complètement un rip-off, le fait que la thématique était différente a fait que, dans le fond, Bang n'ont pas gagné ça en cours parce que les mécaniques de jeu... Et en fait, c'est drôle parce que la conclusion, ça a été exactement la même que celle que je vous ai dit au début, donc la même jurisprudence qu'on ne peut pas copyrighter une idée, un processus, une méthode, et ça implique des conditions de victoire, les pouvoirs des personnages, et toutes ces choses-là qu'on retrouve dans un jeu. Très intéressant, très intéressant. Un sujet, oui, continue à creuser, je pense, éventuellement, mais on continue à suivre ça, ce qui se passe, parce que ça évolue d'année en année. C'est quand même encore un sujet... peu discuter, mais je suis content que tu parles de la communauté, parce que c'est vrai que c'est... De nos jours, c'est plus la communauté qui va faire de la justice sociale, qui va protéger. Donc, et je vais aussi... ça fait bien lien avec ma chronique de tantôt, là, après Pierre, mais qui va parler aussi un peu de capitalisme sauvage et de communauté. Oh, teaser! Alors, ben Pierre, je sais pas si t'avais... si tu voulais y aller avec ta chronique, ou... On peut faire ça. J'allais rajouter d'autres détails à ta chronique, mais comme on a l'air à ben vas-y, rajoute-nous un petit détail quand même, là, parce que c'est un sujet intéressant, là. Ah non, en fait, j'allais juste rajouter d'autres anecdotes, parce que celle de Jungle Speed en est une, effectivement, que Jean-François a rajouté, qui a été faite en 2010. Je me rappelle très bien du tollé que ça avait causé, mais il y a aussi des cas d'éditeurs plus que d'auteurs qui sont en cause dans ces problèmes juridiques. C'est le cas, par exemple, du jeu Glory to Rome,
de M. Chodic, qui avait fait vraiment un gros succès quand il avait sorti à un point tel que les éditeurs importants ont voulu l'avoir après que lui l'ait fait publier dans un éditeur mineur. Et 2 éditeurs francophones le voulaient. Il y avait Philosophia et il y avait Yellow. Et les deux s'étaient, je pense, mis dans une course pour essayer de le sortir en premier. C'est Philosophia qui l'a eu. Et par contre, Yellow pouvait pas lâcher prise une fois que le processus de production était commencé. Alors, il a fallu qu'on change le jeu pour l'amener dans un univers uchronique, pourrait-on dire. D'ailleurs, le titre... Uchronia. Le titre s'est appelé Uchronia à cause de ça. Ah, je comprends plein de choses. Je savais pas cette histoire-là. Okay? J'avais les 2 jeux, je trouvais qu'ils se ressemblaient pas mal. Je me disais que l'auteur avait manqué d'imagination. Non, c'était vraiment... C'était un geste de Yellow pour finalement combler... pour éviter d'aller en cours, finalement, parce que ça aurait été une cause, disons, assez nébuleuse. Alors, ils ont choisi de rajouter des dinosaures dans l'univers des Romains. Dans un univers, finalement... Dans un univers où les dinosaures... une fiction, finalement. Un univers parallèle où les dinosaures seraient encore vivants à l'Antiquité et côtoieraient les humains dans leur évolution de la civilisation. Ah, je suis heureux que tu m'aies raconté cette histoire. Ça valait parce la peine, que... Ouais, c'est ça. Je regrettais beaucoup d'avoir acheté ce jeu-là. Maintenant, je comprends pourquoi. Bon. maintenant, tu regrettes moins. Ben, je comprends. Je me suis fait avoir. Nice. Bon, ben, Pierre, si tu veux nous y aller avec ta chronique, on est là pour ça. On est prêt. Oui. Ma chronique va dans la suite logique de ma manchette, puisque j'ai parlé d'un jeu pour 2, alors je me suis dit, pourquoi ne pas parler des jeux pour 2? Et... un petit sujet, là, tu sais. Un petit sujet, quand même. Ben, plus précisément, je vais parler de l'accessibilité et de la montée en popularité des jeux pour 2 depuis que les jeux euro ont vraiment commencé à avoir la cote. Parce qu'il faut se dire, avant que les jeux euro arrivent, les jeux pour 2 se divisaient en 2 grandes catégories. Et c'était 2 grandes catégories de jeux qui étaient vraiment réservées à des niches d'intéressés. Il y avait les jeux abstraits, forcément, qui ont toujours été là depuis l'invention des jeux de société. Et il y avait les wargames, qui étaient finalement des simulations ludiques beaucoup plus que des jeux. Alors, ça faisait en sorte, finalement, que il y avait pas vraiment de marché pour le jeu à 2, autre que pour ces 2 types de publics-là, les maniaques de stratégie abstraite ou les maniaques de simulation ludique. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de voir comment ça a commencé, cette popularité-là, parce que si vous avez peut-être lu l'article du Devoir du 6 mars, qui faisait l'éloge aux femmes dans la pratique de notre hobby, parce que c'était dans la fin de semaine qui précédait la Journée nationale de la femme, ou internationale de la femme, je pense. Il y avait ILO 307 qui relatait dans cet article-là, sous le nom de France Régimbal, je pense que c'est sa présidente d'ailleurs, qu'elle avait remarqué finalement la chose que je vous avais dit à Balado Ludique dans la saison précédente. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des crises, comme celle de la pandémie, ou comme une crise économique mondiale, c'est toujours un moment, une crise majeure où les jeux de société rayonnent. Et la pandémie a encore prouvé ça, puisque, selon les dires de France Régimbal, il s'est vendu 2 fois plus de Seven Wonders Duel en 1 an qu'avant. Ben non. Oui. Que depuis le début? Oui. Ça fait quoi, 4 ans? En fait, c'est 2 fois plus que, excusez-moi, c'est 2 fois plus que sa version multijoueur, qui est Seven Wonders tout court. Donc, c'est quand même pas banal du tout, parce que Seven Wonders, le jeu normal de base, est quand même
Tout le monde sait que c'est un succès absolument écrasant. Seven Wonders Duel l'a dépassé dans l'année de la pandémie. Il s'est vendu 22 000 exemplaires de Seven Wonders Duel en 2020. Wow. Donc, au Québec. Donc, parce que c'est évidemment à travers le monde, c'est beaucoup plus. Donc, ça confirme que les jeux de société vont rejoindre vraiment des duos de joueurs. Et des femmes aussi. Parce que qui dit duo de joueurs dit souvent un couple de joueurs. Et les femmes sont pour beaucoup dans la popularité des jeux pour deux qui vont sortir des jeux abstraits ou des wargames. En fait, la compagnie qui a vraiment lancé cette mode-là, c'est Cosmos. C'est l'éditeur qui a lancé Catan en 1995. Cosmos avait vraiment le flair pour la vision ludique parce que, en fait, ils ont lancé une gamme Spiel für Vie, qui est finalement jeu pour deux, qui a vraiment eu un succès bœuf. Et puis le succès bœuf que ça a eu, c'est parce qu'ils ont commencé en chapeau de roue. Ils ont créé la version de Catan pour deux, pour lancer cette gamme-là. Et vous pouvez vous imaginer que ça a eu un succès instantané. Catan pour deux, c'est un peu comme Seven Wonders Duel, qui a un succès aussi instantané. Quoique ça a pu rater. Maintenant, Catan pour deux n'a pas pris temps à avoir des successeurs. Parce que Catan pour deux, à vrai dire, ça a précédé la gamme. C'est après que Catan pour deux a eu son succès que Cosmos a pensé faire une gamme de jeux pour deux pour finalement essayer de trouver une nouvelle clientèle. Ça a fonctionné très très bien. Parce que, forcément, on le constate avec les succès que ça a eu ensuite. Suivant Catan pour deux, il y a eu César et Cléopâtre tout de suite après. César et Cléopâtre, qui, on pourrait dire, est le premier des jeux pour deux où vous avez une ligne de cartes au milieu de la table qui sépare les deux joueurs et où vous devez essayer de jouer en fonction de cette ligne de cartes-là. Ensuite, il y a eu Le Roi des Roses, qui a été réédité plusieurs fois après. Il y a eu aussi Kauna, que vous connaissez aussi probablement, qui est encore une fois réédité. Le jeu des îles! Et forcément, il y a eu le plus gros succès de cette gamme-là, Lost Cities, en 99. Le docteur! Par le docteur. Et suivant Lost Cities, après, c'est encore une fois d'autres succès qui sont arrivés, comme Babel de Rosenberg, qui a été réédité plus tard aussi. Le Seigneur des Anneaux, la confrontation d'un jeu pour deux aussi, qui est encore une fois du docteur. Même un jeu qui a inventé, qui a mis sur pied une mécanique qu'on voit maintenant utilisée dans d'autres jeux aujourd'hui. La fameuse mécanique de je partage, tu choisis. Ça a été vu pour la première fois dans un jeu qui s'appelle La Pyramide du Jaguar, qui était dans la gamme de jeux pour deux de Cosmos, fait par Gunther Burkhardt. Donc, ce succès confirmé de gamme de jeux pour deux avait donné le ton, à un point tel que d'autres éditeurs ont emboîté le pas, sans passer par le juridique, pour essayer de copier la formule. Et ça a été le cas de Eurogames, Eurogames Descartes, défunt Eurogames en fait, qui était, disons, la plus grosse compagnie de jeux de société avant Asmodée en France, dans les années 90, qui avait fait une série, elle, qui s'appelait Fun for Two. En anglais, bien sûr. Et cette série, en fait, c'est Games for Two, excusez, Games for Two. Fun for Two, c'était un autre éditeur que je vais vous parler tout à l'heure. Games for Two, en fait, c'était Eurogames, comme je vous disais, mais ça n'a pas été, ça n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que Eurogames a été, disons, a disparu ensuite. Ça a été, parmi les derniers jeux qu'ils ont édités, c'est les jeux de leur gamme pour deux, à vrai dire. Parce que là, l'invasion des euros commençait vraiment à devenir important et Eurogames avait de la misère à suivre la cadence. Maintenant, les jeux pour deux, ce qui est intéressant d'Eurogames, c'est que ce sont tous, il y en a seulement 4, ce sont tous des jeux de Bruno Catala. C'est à vrai dire, les tout premiers jeux que Bruno Catala a mis sur le marché. C'est comme ça, Bruno Catala, qu'il a commencé à se faire connaître. C'est pas son premier jeu. Comme dans ces 4 jeux, il n'y a pas eu son premier jeu qu'il a créé. Son premier jeu, c'était Sans foi ni loi, qui a été aussi édité chez Eurogames. Mais les premiers jeux qu'il a fait éditer, c'était des jeux pour deux. Donc Atlas et Zeus, Drac et Drac, Tony et Tino, et Guerre et Baie, qui est un jeu de moutons et de loups.
tous des petits jeux assez intéressants. Atlas et Zeus, tout particulièrement, je vous conseillerais vivement. C'est d'ailleurs c'est le préféré de la gamme de Bruno Cattori, il me l'a confirmé. Donc, si vous réussissez à en trouver une copie, ça vaut le coup, ça mérite d'être édité, assurément, mais il n'y a aucun de ces jeux-là qui a été édité jusqu'à maintenant. Et il y a Ravensburger, géant des éditeurs allemands, qui, évidemment, voyant Cosmos commencer à monter les échelons comme ça dans la popularité, a copié la formule avec des jeux qui s'appellent Fun for Two, qui sont au nombre de 5. Ravensburger n'a pas continué parce que Ravensburger a cette espèce de tendance à ne jamais rééditer des jeux. Il y en a seulement 4, je pense, à leur actif dans leur catalogue qui rééditent à chaque année. On dirait qu'ils veulent toujours de la variété. Donc, Ravensburger, dans leur Fun for Two, ont quand même eu des succès aussi, dont un jeu du Docteur qui s'appelle Duel, qui a été réédité ensuite par Ferti en France, qui s'appelait En Garde. Un jeu d'escrime, finalement. Oui. Simule 2 personnes en train de faire un duel d'escrime. Merveilleusement bien conçu, d'ailleurs, parce que ça simule vraiment bien comment on essaye de toucher l'adversaire tout en essayant de ne pas se faire toucher. Richelieu, un jeu de Michael Schacht. Ouais. D'ailleurs, Michael Schacht a édité 2 jeux dans cette gamme-là. Chicken Run et Richelieu. Richelieu, petit bijou de jeu. Ça a été longtemps mon jeu pour 2 préféré. Qui est une version, finalement, je dirais, d'un de ses gros succès qui s'appelait Web of Power, qui a fait transformer pour un jeu à 2 avec une thématique de Cardinal de Richelieu avec la reine Anne d'Autriche. Il y avait aussi Baker Street de Marcel André Cassel-Merclé et Adam et Eve de Wes Bloom, qui est l'auteur de Celestia et un des longs... en fait, un partenaire de Alan Moon, qui était de longue date pour créer des jeux avec Alan Moon, auteur des Aventures du Rail. Il n'y en a plus de ces gammes-là aujourd'hui, sauf celle de Cosmos qui continue. On pourrait dire, il y a encore des jeux de Cosmos dans la gamme pour 2 joueurs qui sortent parce que ça a été tellement écrasant comme succès que les autres éditeurs se sont découragés, sauf un autre éditeur. Un autre éditeur qui s'appelait Lookout Games, qui a connu vraiment des débuts modestes en 2000, créé par M. Rosenberg lui-même, auteur de Agricola, et M. Cassel-Merclé aussi, que je vous parlais tantôt, qui a fait un jeu Baker Street dans la gamme de Ravensburger. Cet éditeur-là a fait des jeux pour 2, et ces jeux pour 2-là connaissent aussi un franc succès. Je vous dirais que le succès est peut-être pas aussi fort que Cosmos, mais il faut quand même voir les titres de cette gamme-là, comme Patchwork. Mais aussi Agricola pour 2 joueurs, parce qu'il faut se dire, Agricola est sorti chez Lookout Games. Alors, comme Agricola est sorti chez Lookout Games, ben, c'était juste un pas à faire pour en faire une version à 2 joueurs, et ça a été un succès, comme le succès de Caverna pour 2, comme le succès de Le Havre pour 2, et les jeux pour 2 de Lookout Games continuent leur montée. Ils en ont même sorti un encore l'année passée qui s'appelait Glasgow, d'un nouvel auteur écossais, ça va de soi. Et c'est un jeu qui simule finalement la construction de la ville de Glasgow, quoique le thème était artificiel, mais c'est un jeu quand même assez bien foutu, avec la mécanique de déplacement à rattrapage que j'appelle comme celle qu'il y a dans Patchwork, quand vous voulez jouer votre tour. Alors tout ça pour dire que finalement, les jeux pour 2, cette folie de jeux pour 2, cette popularité qui est montée, c'est à cause des éditeurs qui ont eu une belle vision, les éditeurs allemands surtout, qui ont eu une belle vision de voir qu'il y avait un marché à exploiter là-dedans, et ils avaient raison. Parce que maintenant, on constate, juste avec Seven Wonders Duel, les jeux pour 2 sont hyper populaires. C'est quand même fou, parce que tu sais, au début, tu te dis, les jeux pour 2, y a-tu vraiment un marché pour ça? Ok, on va-tu se lancer dans la Tu sais, les auteurs, même en général, c'est une question en tant qu'auteur que tu te poses. On dirait que naturellement, les gens vont pas vers des jeux pour 2. Mais quand je pense à ça à peu près, et là, la pandémie, c'est beaucoup accentué, mais même avant la pandémie, je dirais que pratiquement 50% des parties que je jouais, je les jouais à 2, en fait. Bon, ben voilà. On réalise pas ça nécessairement. Oui, je faisais toutes les soirées de jeu, mais souvent on se retrouvait avec un ami ou avec ma femme et on jouait à 2. Et ça représente à peu près 50% de mes parties. Bon, ben ça démontre encore une fois que la demande est là. Hein?
Effectivement, c'est intéressant. Puis c'est fou de voir aussi que c'est quand même quelque chose qui qui découle d'une certaine vision stratégique là, au niveau des affaires, qui a amené ça. Puis ça a été supporté justement par des gammes spécifiquement faites pour ça. Là. J'avais pas. D'ailleurs, t'as pas parlé de Le Renard des Bois, ce jeu de levée pour 2 joueurs, mais pour moi qui s'inscrit directement dans cette lignée-là. T'sais. Oui, effectivement. Mais j'en ai pas parlé parce qu'il fait pas partie d'une gamme de jeux pour 2, mais oui, Le Renard des Bois arrive très bien dans cette tendance. C'est vraiment à cause de la popularité des jeux pour 2 que Le Renard des Bois a été lancé, je crois. Faut se dire aussi que les jeux pour 2 ils ne sont pas trop confrontationnels, vont être plus populaires habituellement. Comme je pense à Patchwork, j'ai parlé de Patchwork tantôt. Patchwork n'est pas une confrontation directe entre les 2 joueurs. Seven Wonders Duel l'est un peu plus, mais pas trop. C'est en fait ce qui fait peut-être le secret et le charme qui va aller chercher la gente féminine, puisque les filles le montrent souvent, elles ne sont pas fans de jeux confrontationnels. Là, je suis pas en train de vous traiter de filles, les gars, parce que je sais que vous n'aimez pas les jeux confrontationnels. Mais c'est ça. Non, mais nous, on est plus proche de ça. Hein? On est des hommes modernes, nous. Oui, exactement. Mais on observe souvent ça, que les filles qui aiment ça jouer à des jeux vont pas se lancer justement comme dans des jeux comme Small World, dont Jean-François parlait tantôt. Elles vont plutôt opter pour les jeux comme Wingspan, où on est tous dans notre petit coin en train de faire notre petite collection. Puis c'est la plus belle collection à la fin qui va gagner. Et Pierre, hein, il nous met dans l'eau chaude. Là. Il fait une belle chronique, tout, puis il finit ça avec les gros stéréotypes. Après, je peux croire qu'il y a des statistiques qui démontrent ça, mais je suis un peu inquiet. Je suis toujours un peu inquiet quand j'entends qu'il va sur ce terrain-là. C'est comme, il a pas franchi la ligne, mais un jour, il va la franchir, puis là, ça va être la fin de balado ludique, tout le monde. Alors, merci beaucoup, Pierre. Merci. C'est un plaisir d'avoir travaillé avec toi sur cette saison. Attends, j'ai pas encore parlé des geeks qui aiment les jeux aussi. Ok, alors, donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Ah! C'est déjà tout pour aujourd'hui, Ben ça passe non. vite, hein? Ah. Ouais, mais on s'était dit qu'on allait être plus régulier, qu'on allait être plus sérieux, qu'on allait... De toute façon... Fait que je me fais ben là- censurer, là, c'est ça que tu me dis. Ben, Ma chronique! ce que je te dis, c'est que là, le régisseur nous dit dans l'oreille qu'on n'a pas fait de pause pour les commerciaux, puis que là, c'est déjà... on empiète déjà sur la prochaine émission, là. Ah là 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 là. Fait que c'est ça aussi la difficulté de vouloir respecter des délais. On fait de notre mieux pour s'ajuster, c'est la première fois. Inquiétez-vous pas, on aura la chance d'avoir la chronique de GF, 2 chroniques de GF au prochain épisode, si vous voulez même. On verra. On va faire ça un Mais à les la 2 fois. sont prêts. Ben là, c'est ça, Jeff, dis-toi une chose, là, t'auras moins de travail à faire pour le prochain enregistrement. Ouais. Travail qui est Ok, déjà on l'a fait. fait-tu là? Ok, donc, C'est correct, tout le monde, correct. Je pense que je suis prêt à me sacrifier pour Pour le team. Pour le team, avoir des épisodes assez raisonnables en temps. Puis au bout de la ligne, on a parlé plus longtemps de certains sujets, mais écoutez, ça va arriver. On est 3 maintenant, puis tout le monde a quelque chose à dire souvent, puis ça fait partie des conversations intéressantes. D'ailleurs, je pense que tu es aussi content que Pierre en rajoute aussi sur ta chronique. Les copyrights, ben oui, c'est ça, exact. Des fois, on sait pas où on va aller exactement. Fait que ça se peut Donc, qu'on bosse un peu le temps, mais quand c'est trop, on a des nouveaux standards, on est des gens sérieux. Au détriment de Ghislain Meilleux, un de nos fans de plus longue date, qui dit « Prenez votre temps, les gars, prenez votre temps. » Oui, on prend notre temps, mais on veut bien faire les choses, on veut garder ça dans un format télévisuel acceptable. D'ailleurs, ça me permet de finir ça en remerciant nos Patreons. Nos fidèles Patreons qui sont là depuis très longtemps, qui nous supportent dans notre travail. C'est vraiment apprécié de vous savoir là avec nous, de vous revoir dans cette nouvelle saison aussi, de lire vos commentaires, de continuer d'échanger avec vous. Toujours un plus, vous voulez rejoindre la nation Balado Ludique, allez sur Patreon, Balado Ludique, là, quelque chose de même. Ça nous aide beaucoup si vous voulez, mais sinon, juste écouter, c'est déjà bien pour nous. À date, la saison va très bien, les chiffres sont bons, on voit que vous êtes au rendez-vous.
Et oubliez pas, le 11 avril prochain, on se retrouve pour le Beach Party de fin de saison de Balado Ludique. Alors, ben, JF. Hey, Simon, on s'en reparle bientôt. Ben oui, super. Et Pierre, le mot de la fin? J'en ai pas. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine.